je vous demande d'accueillir Jean Messia. Nicolas Sarkozy qui a dit que finalement, enfin pas finalement, il a dit que l'immigration n'était pas une chance, lui-même qui est issu de l'immigration. Est-ce que ça vous a fait réagir? Alors je voyais tout à l'heure, j'en parlais avec vous, Jean Messia, parce que finalement c'est un peu ce que vous dites depuis longtemps, mais alors vous, que n'avez-vous reçu comme insulte après ça? C'est-à-dire que l'immigration... Ça vous a surpris ou pas les propos de Sarko ou pas? Ça m'a d'autant plus surpris que c'est quand même le président qui a fait rentrer plus d'1 million de personnes supplémentaires, plus d'1 million d'immigrés supplémentaires en France. Donc effectivement, la volte-face est aussi impressionnante que spectaculaire. Après, si vous voulez, l'immigration, lorsqu'elle était homéopathique et lorsqu'elle répondait à des besoins économiques qui étaient une immigration de travail et une immigration temporaire, c'est-à-dire une immigration qui était là pour un contrat à durée déterminée de 2-3 ans et puis qui repartait, sachant qu'il n'y avait que quelques individus, quelques immigrés méritants, assimilés qui, in fine, s'installaient en France, obtenaient la nationalité française et devenaient des Français comme les autres. Je fais partie de cette immigration-là, moi, de ce modèle républicain assimilationniste qui permettait à des gens venus d'ailleurs de devenir d'ici. Alors vous comprenez quand même que ça puisse aussi surprendre certaines personnes, que ce soit des gens comme vous ou Nicolas Sarkozy. Oui, parce que c'est pas. Mais c'est bien. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que l'immigration n'est pas un phénomène monolithique. C'est pas le terme immigration est un terme générique qui en réalité recouvre des réalités extrêmement différentes. Je veux dire, l'immigration d'un Romain Gary, l'immigration d'un Guillaume Apollinaire, l'immigration d'une Marie Curie, c'est pas l'immigration, pour prendre un exemple extrême, des frères Kouachi. Voilà, et les immigrations s'inscrivent dans cet éventail entre des gens qui deviennent français, qui deviennent même des Français parmi les plus illustres, tant et si bien qu'on a même oublié qui se rappelle que Guillaume Apollinaire était d'origine étrangère. Personne. Vous comprenez, et on ne se rappelle même pas de son nom et de son prénom d'origine, alors qu'il a changé, il a francisé également son patronyme, vous comprenez. Donc la différence, elle est là. Et depuis, en fait, l'immigration du regroupement familial, à partir des années 80, on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Dans un contexte qui plus est, où il n'y avait plus besoin d'immigration, parce que l'économie française était en panne. Et dans un autre contexte où, idéologiquement, comment dirais-je, tout le corset, tout le creuset républicain et français était méthodiquement démantelé par la gauche qui expliquait que non, la France n'était pas un pays de résistants, non, la France c'est pas un pays magnifique, au contraire, la France c'est un pays affreux, c'est un pays colonialiste, c'est un pays antisémite, c'est un pays esclavagiste, raciste, antisémite, etc. Donc ces deux phénomènes, immigration massive de peuplement, abandon du creuset français assimilationniste et républicain, plus une idéologie délétère antinationale, provoque un cocktail où, en fait, celui qui vient d'ailleurs, non seulement il ne devient pas d'ici parce qu'on l'encourage à ne plus devenir d'ici, mais on l'encourage à devenir ce qu'il est, voire à se radicaliser dans ce qu'il est, au point que certains Français qui deviennent minoritaires dans les quartiers qui sont à majorité immigrée, eux s'assimilent à l'envers, à la culture, voyez. Donc en fait, aujourd'hui, l'immigration, enfin ça fait déjà des années, même peut-être des décennies, l'immigration n'est pas une chance pour la France. L'immigration est devenue une chance pour ceux qui haïssent la France, pas pour la France. Ceux qui haïssent la France et qui sont aux commandes de la France depuis une quarantaine d'années se servent de l'immigration pour détruire par le bas ce que eux détruisent par le haut. Vous partagez tous ce point de vue ici, là ? Mais qu'est-ce que la France? Alors si la France n'existe pas, à quoi est-ce qu'on s'est assimilé? C'est juste un petit commentaire par rapport à ça. Vous savez, ceux qui cherchent à nous coincer sur les plateaux de télévision quand on défend la France, quand on défend le peuple français, le peuple historique, etc., ils croient nous coincer en nous regardant avec la paupière virevoltante et le ton un peu persiflant en disant « mais c'est quoi la France, c'est quoi être français ?» Mais en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est malheureux, que le simple fait de poser la question prouve déjà qu'il y a un malaise identitaire profond. C'est-à-dire, quel autre peuple au monde se pose la question de ce qu'il est, sinon le peuple qui est en train de ne plus devenir ce qu'il est ? Ouais.
C'est-à-dire, on n'imagine pas, par exemple, un journaliste marocain dire sur un plateau « c'est quoi être marocain ?» Je pense qu'un mec comme ça au Maroc, on lui mettrait au pied une grosse meule et on le balancerait du haut de la montagne. Parce qu'on dirait il est fou. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que nous sommes l'un des seuls pays, peut-être avec quelques autres pays occidentaux, à nous poser cette question de l'identité. Mais se poser la question de savoir ce qu'est être français, c'est déjà ne plus l'être. Et en cela, c'est inquiétant. Et donc, nos adversaires qui nous posent la question en pensant nous piéger, ils ne font que confirmer ce que nous disons. C'est-à-dire que la France est en train d'être perdue. Oui, moi, comment arriver, pourquoi mes parents ont fait ça pour qu'on me dise aujourd'hui que ça n'existe pas? C'est ça qui est terrible. En fait, un pays peut assimiler des individus, il ne peut pas ingurgiter des peuples entiers. Oui, bien sûr. Voilà, donc quand vous avez des peuples entiers qui s'installent, ça veut dire que ceux qui arrivent vont s'assimiler à une communauté déjà très importante qui est là et n'ont aucune raison de s'assimiler au reste du pays. J'ajoute que les moyens technologiques ont aussi beaucoup nui à l'assimilation. Je vais vous donner un exemple, c'est que moi, quand je suis arrivé en France en 78 avec mes parents, pour obtenir un appel pour le Caire, il fallait le commander la veille au bureau PTT, payer 100 francs, qui était une fortune à l'époque, et l'avoir seulement le lendemain. Aujourd'hui, vous pouvez être ici. En fait, comme il y a un prêtre qui disait un mot extraordinaire, il disait « les réseaux sociaux permettent de rapprocher le lointain et d'éloigner le proche ». Et on est en plein là-dedans. Donc c'est quelque chose qui vient brouiller. Finalement, quand on arrivait il y a 40 ans, qu'il n'y avait plus de moyens de contact facile avec le pays d'origine, on brûlait ses vaisseaux. On n'avait que 3 chaînes de télévision, on était obligé de regarder le JT de TF1 ou le journal de ce qu'on appelait à l'époque Antenne 2. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de français. Et on parlait français. Et le matin, on était à la cour de l'école parce qu'on regardait tous le même film. Enfin, il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'homogénéité et de l'unicité des vecteurs assimilationnistes. Aujourd'hui, avec l'explosion des moyens de communication, les frontières sautent. On peut vivre en France et continuer à vivre comme si on était au pays parce que sur WhatsApp, sur Viber, sur machin, on est connecté avec notre pays d'origine. Donc on n'a pas, disons, on a moins à fournir l'effort de s'assimiler parce qu'il y a un espèce de confort à rester ce qu'on est, tout simplement. Romain ? Le fils de Nicolas Sarkozy, justement, qui s'est exprimé sur LCI et qui a tenu des propos extrêmement polémiques, on peut le dire, puisqu'il n'a pas hésité à dire que... Pardon ? Extrêmement vrai. Voilà, on va peut-être rappeler alors les propos qu'il a tenus. En tout cas, je vous laisse, Jean Messia, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ses propos? C'était donc quoi qu'il crève, c'est ça? Il a parlé de 2 choses. Il a parlé d'abord de la situation des civils, puisque ça c'est le sujet qui est le plus sensible, c'est-à-dire la mort des civils. Et il a dit, alors j'invite les gens à aller revoir l'extrait, puisque évidemment là-dessus il faut être très très prudent. Il disait que la guerre c'était aussi de risquer, parfois malheureusement, d'engendrer la mort de civils, mais il a même dit, je crois, il faut parfois risquer d'engendrer la mort de civils. Vous êtes d'accord avec lui sur ce premier point? Et puis après, on parlera des autres propos qu'il a tenus, mais qui sont, et il a dit, partagés selon lui par beaucoup de Français. Le bombardement de Dresde en 1944, 200 000 morts. Vous croyez que c'était 200 000 nazis? 200 000 SS? Alors cette référence, justement, il l'a cité. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, la guerre, malheureusement, lorsque c'est une guerre totale, il y a nécessairement des morts civiles, j'allais dire, dont il faut tragiquement accepter l'issue. Parce que, imaginons qu'on avait... Cette référence d'abord à Dresde, non mais imaginons... vous la partagez ou pas? Terminé. Voilà, non, je disais juste, imaginons qu'au lieu de considérer la victoire sur le nazisme comme prioritaire sur toutes les autres questions, on s'était dit on va considérer plutôt d'épargner les civils comme premier objectif. Je pense que l'Europe serait toujours sous domination nazie aujourd'hui. Donc si vous voulez, à un moment, quand on veut vaincre un ennemi qui plus est un ennemi sanguinaire, un ennemi qui ne recule devant rien, un ennemi qui est capable de plastiquer un hôtel et de tuer 53 militaires français en 1983, 241 militaires américains, de prendre des otages français, de les enfermer dans des conditions absolument abominables à la fin des années 80, etc., etc. Comme le Hamas avec le 7 octobre, c'est la même chose. Ce sont des ennemis sanguinaires, ce sont des mini-totalitarismes locaux qui n'ont rien à envier finalement au nazisme puisqu'ils veulent exterminer tout ce qui n'est pas eux. Donc de 2 choses l'une, ou vous restez avec vos valeurs occidentales
et vous appliquez vos valeurs occidentales en disant on va épargner ça, on va épargner les civils, on va épargner les immeubles, on va épargner les quartiers, on va épargner, etc. Mais ils savent que nous raisonnons comme ça. C'est pour ça, par exemple, que le Hamas et le Hezbollah mettent leur structure militaire dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maternelles, dans des universités, même dans des locaux de la Croix-Rouge, voire dans des locaux de l'UNRWA à Gaza. Donc ils savent qu'en se disant, bon ben voilà, les Occidentaux n'oseront jamais bombarder un hôpital, n'oseront jamais bombarder une école. Et si effectivement Israël n'avait pas bombardé, le Hamas et le Hezbollah ne seraient pas aujourd'hui décapités. Donc ça ne veut pas dire que j'accrédite cela, mais s'il y a une responsabilité dans la mort de civils, elle n'est pas celle de ceux qui se défendent par rapport à ces ennemis. La responsabilité incombe à ceux qui ont décidé d'associer directement les civils aux opérations de la guerre en s'en servant comme bouclier humain. C'est eux les responsables, c'est eux les criminels. Après, vous ne pouvez pas vous abriter derrière des civils et venir ensuite regarder qu'ils meurent. Alors, oui, mais enfin... Alors, j'entends les gens qui vous applaudissent. Le combat urbain, c'est quelque chose d'épouvantable. Pardon de vous contredire. Non, mais moi, je les connais, ces expériences de combat urbain. Non, j'ai vu des gens mourir dans des voilà. J'ai vu des monticules de béton tomber sur des gens en Syrie et dans d'autres endroits. Donc quand vous le voyez, c'est un peu différent que d'en parler sur un plateau très loin. Non, mais certes, voilà. mais je veux dire, non, bien sûr. Donc moi, j'entends qu'il y a des civils quelque part, ça me gêne toujours. D'accord, mais enfin, le problème, si vous voulez, c'est que malheureusement, on ne gagne pas une guerre avec de l'émotion. Vous savez, le nazisme, autant d'ailleurs que l'empire japonais, c'était des États totalitaires dans le sens où total, c'est-à-dire que toute la société... Je ne remets pas ça en question. Attendez, on parlait de la question de Dresde. Non, mais pareil, mais c'est pareil. Enfin, vous savez, alors vous avez cité McNamara, on a posé la question à Churchill en disant, mais attendez, on vient de bombarder Dresde et on a dû faire 200 000 morts, dont beaucoup d'innocents. Et Churchill a répondu, il n'y a aucun Allemand d'innocent. Il avait probablement raison dans la mesure, enfin peut-être pas aucun, mais en tout cas, dans l'Allemagne nazie, tout le monde était embrigadé. On parle quand même d'un système qui a génocidé 13 millions de personnes et qui a été responsable de la mort de 50 millions de personnes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'est pas face à un système qui joue à la dinette, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas... vous me parlez de Dresde, mais qui parle du bombardement de Londres, des bombes incendiaires sur Londres, qui parle des bombardements de Coventry, des centaines de milliers de Londoniens qui sont morts. C'est la terreur. Voilà, donc si vous voulez... Je n'ai pas dit que les Allemands étaient... Je ne cherche pas à excuser les Allemands. Je ne dis pas ça, je vous dis simplement que si un ennemi de cette... le vrai chef épargne la vie des civils. Un ennemi de la trempe d'Hitler et du nazisme, il ne comprend que les méthodes qu'il applique aux autres. Si vous ne lui appliquez pas ses propres méthodes, vous ne pouvez pas en venir à bout. Donc il faut se mettre au niveau des terroristes, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ce que disait Pasqua, il faut terroriser les terroristes. Vous voulez voir quoi ? Les terroristes vont venir chez vous dans votre pays assassiner des gens qui sont à des concerts et votre réponse, ça va être les nounours, les ballons et les bisous-bisous. Non. Le problème, c'est que... Jean Messia, Dominique de Villepin, par exemple, il y a quand même une lecture différente de certains experts, en tout cas observateurs internationaux. Mais Dominique de Villepin a la vision des cabinets, des clients de son cabinet d'avocats. Voilà. Donc moi je veux dire, il faut se méfier de l'islamisation des esprits qui consiste effectivement à s'émouvoir comme si nous étions des membres de la Oumma. Nous ne sommes pas, enfin en tout cas jusqu'à nouvel ordre, on a le droit d'avoir une lecture différente de la lecture qu'ont les musulmans de ce conflit. Vous savez, on pleure sur les morts à Gaza. On va jusqu'à même reprendre les chiffres d'un prétendu ministère de la Santé du Hamas, comme si vous auriez trouvé crédibles les chiffres du ministère de la Santé du Troisième Reich. Bon, tout ça... Vous voulez dire que vous contestez les chiffres bien sûr, des 30 ou 40 000 civils morts. Vous les contestez ces chiffres oui, je les conteste, bien sûr, parce que le Hamas a évidemment intérêt à maximiser le nombre de morts. D'ailleurs, Ismail Haniyeh, le numéro 2, le chef exécutif du Hamas avant sa mort, avait déclaré qu'au contraire, plus il y a de morts palestiniens, plus ça irrigue
l'ire révolutionnaire et l'ire islamique pour obtenir la victoire. Donc pour eux, c'est un objectif que le maximum de population civile meure. Ils n'ont pas du tout, si vous voulez, la même approche de la vie que nous. Alors tout le monde s'ébahit, pleure sur les morts à Gaza, etc. Sans doute qu'on peut avoir raison, mais alors je ne comprends pas pourquoi personne n'a jamais pleuré, par exemple, sur le sort des chrétiens d'Orient. Où étaient les médias qui nous avancent l'horreur des massacres à Gaza quand les chrétiens d'Orient se faisaient massacrer par Daesh? Ah non, là, les chrétiens d'Orient, ils sont trop proches des Français, donc là, on n'en parle pas. On peut parler éventuellement des Yazidis, parce que les Yazidis, personne ne sait ce que c'est, et ça ne rappellera pas la France ni le catholicisme, etc. Mais par contre, les chrétiens d'Orient, on n'en parle pas. Par contre, les victimes de Gaza, les victimes libanaises des quartiers du Hezbollah, alors là, on est dans une espèce de transe mortuaire devant. Mais que n'ont même pas certains régimes musulmans. Voilà, si je puis me permettre. Regarder que la responsabilité, elle est quand même largement partagée par l'Occident. Et sur la question des djihadistes, bah oui, on a encouragé certains mouvements djihadistes. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Laurent Fabius, je ne vais pas le citer. C'est tout à fait. Voilà. Non, mais en fait, je partage votre avis. Alors, point par point. Sur le Hezbollah, oui, le Hezbollah et les chiites ont contribué effectivement à stopper net la progression de Daesh en 2015 et 2016. Vous l'aviez dit d'ailleurs, il y avait eu un tweet, c'était exactement. En 2015. Mais le problème, si vous voulez... Le Hezbollah libanais a été fiché organisation terroriste, mais sans lui, le Liban serait déjà sous la coupe de l'État islamique. Exactement, mais ça en 2015. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est exactement, alors je sais que vous n'aimez pas ces rapprochements, mais ça permet quand même d'éclairer pédagogiquement le propos d'aujourd'hui. Comme disait Goethe, les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, mais sont souvent homologues. Et l'histoire ne resserre jamais deux fois les mêmes cas. Peut-être, mais enfin, il faut quand même s'en inspirer. Qu'est-ce qui s'est passé entre les États-Unis le lendemain de l'opération Barbarossa menée par l'Allemagne nazie contre l'URSS ? L'URSS, qui était l'ennemi juré des États-Unis juste avant, les États-Unis ont élargi le pré-bail et le cash and carry à l'URSS pour financer l'effort de guerre soviétique qui a été financé à hauteur de 20 milliards de dollars, ce qui était une fortune, qui n'a jamais été remboursée d'ailleurs, alors que ce sont les pires ennemis. Donc ils étaient alliés de circonstance parce qu'il y avait à vaincre une puissance encore plus tyrannique, encore plus monstrueuse qui menaçait la paix du monde. Et une fois que l'Allemagne nazie est tombée en 1945 sous les bombes alliées, effectivement, les États-Unis et l'URSS ont repris de nouveau leur inimitié, la guerre froide. Enfin, vous connaissez la suite. Donc, c'est pas parce que, effectivement, on peut se réjouir d'une alliance de circonstances vis-à-vis d'un ennemi qui, en plus, a frappé la France. Enfin, Daesh a frappé la France. Il a fait plus de 200 morts. Donc, à ce moment-là, la France était prête à s'allier avec n'importe qui pourrait nous aider à vaincre cet ennemi sanguinaire. Et c'est ce qui a été fait. Pour bien comprendre, Israël est légitime à frapper comme ils le font, à bombarder comme ils le font au Liban. Mais votre question offre une excellente transition au troisième point, j'en terminerai par là, c'est qu'en fait, Israël n'est pas accepté au Moyen-Orient parce que Israël, c'est une preuve que l'islam, ou en tout cas les arabo-musulmans, ont perdu une région où ils étaient majoritaires. En 1947, il y a eu le plan de partage de l'ONU. En 1948, les Arabes disent... On n'accepte pas ce plan de partage, on va faire la guerre jusqu'à l'infini pour pouvoir récupérer tout le territoire et bouter les Juifs hors du sol et à la mer. Bon, ils ont mené 4 guerres, ils ont perdu. Vae victis, aujourd'hui, les Arabes disent il faut qu'ils nous rendent Jérusalem, il faut qu'ils nous rendent Israël. Mais quand les Arabes ont conquis des terres entières et des continents entiers, qui leur demande de rendre ce qu'ils ont conquis ? Dont l'Afrique du Nord. Je veux dire, alors, parlons de la Turquie. Si vraiment une guerre, les résultats d'une guerre ne servent à rien, que Erdogan rende Istanbul à Constantinople. Qu'est-ce qu'il attend pour rendre la mosquée à Sainte-Sophie ? Enfin, je veux dire, pourquoi lorsque l'islam perd pied quelque part, on mobilise les médias, le droit international pour le remettre à l'endroit où il a perdu sa guerre, alors même que c'est un raisonnement qu'on ne fait pas du tout lorsque l'islam est victorieux et que d'autres peuples sont chassés de chez eux. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? On ne peut pas dire ça vient d'un ennemi qui est le nazisme, en gros l'équivalent du nazisme qui s'appelle Nasrallah, Khamenei et consorts, et que nous on arrive et on se dit nous on défend le bien et eux défendent le mal. Avant même qu'effectivement on intervienne, il y avait déjà l'Iran qui depuis 1979 est quand même une république islamique.
La Syrie, Bachar el-Assad, les Alaouites... À cause d'un coup d'État fait par la CIA contre Mossadegh, président élu démocratiquement, et le renversement qui a voulu mettre le chat à la place. Donc là aussi, c'est les Américains qui sont à l'origine. D'accord, mais par exemple... mais c'est quand même la réalité. Mais que dites-vous, par exemple, l'Égypte, lorsqu'il y a eu les révolutions arabes en 2011 l'Égypte n'était pas déstabilisée, il y a eu une élection, et qui est arrivé en tête ? Les frères musulmans. Les frères musulmans. Donc il y a quand même, alors il y a les causes exogènes, c'est-à-dire ces interventions extérieures que vous évoquez et que évidemment je ne nie pas, bien au contraire, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il y a aussi à l'intérieur même de l'islam une réislamisation de l'islam. Il y a un phénomène endogène de radicalisation qui évidemment nourrit par ce côté endogène, exogène. Mais si vous enlevez la détestation de l'Occident est un puissant facteur qui perd un peu de politique. Ça manque un peu de quelle est l'étape suivante. La France d'abord, est-ce qu'elle peut avoir une position ? Je pense que le seul pays qui est écouté localement, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. La France, même l'Union européenne, ça pèse. Ce sont des pays qui sont bons à banquer, mais guère plus, malheureusement. Parce qu'en fait, la France s'étant aussi alignée sur des positions américaines, là, la voix de la France s'est éteinte dans cette région. Elle n'est plus que au mieux le porte-voix de l'Amérique. Et donc, évidemment, quand vous n'avez plus une voix indépendante et souveraine, on préfère écouter votre tuteur plutôt que vous-même. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la nouveauté, c'est que par rapport à ce qui vient de se passer ces derniers jours, c'est que jusqu'à présent, le Hezbollah avait été pensé par l'Iran comme une milice, comme un tentacule lointain qui permettait de protéger l'Iran en étant une espèce d'extension au cœur du monde arabe de ce qu'était l'Iran, et donc de menacer directement Israël à partir de la frontière libanaise, puisqu'on connaît l'irrédentisme et l'inimitié historique de la République islamique par rapport à Israël. Depuis que le Hezbollah a été décapité, c'est désormais à l'Iran de protéger le Hezbollah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Iran et le pouvoir iranien est en train de chercher à imaginer la possibilité de reconstruire le Hezbollah, d'en refaire une machine protectrice pour ses intérêts au Moyen-Orient. Donc il y a une espèce d'inversion. D'abord, le Hezbollah était censé protéger l'Iran. Depuis que le Hezbollah a été décapité, c'est désormais à l'Iran de protéger le Hezbollah. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on craint l'embrasement ? Je crains qu'on craignait moins l'embrasement, paradoxalement, quand le Hezbollah était fort, parce que c'était une guerre, mais ça restait larvé, circonstancié. Maintenant que le Hezbollah est décapité et que l'Iran doit découvrir ses cartes, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va se contenter de reconstruire le Hezbollah ou est-ce qu'elle va se retrouver en prise directe avec Israël ? Elle ne pourra pas. Ils n'auront pas les capacités. Ils ont menacé à plusieurs reprises de riposter, etc. Tous les jours, heureusement. Jean Messia, une réaction. Quelle a été la vôtre, justement en apprenant ce drame ? Disons que, évidemment, quand on apprend qu'une jeune fille de 19 ans, sans histoire, qui réussit bien, est tuée dans ces conditions-là, c'est toujours pénible de l'apprendre. Il y a toujours, on connaît tous des parents, des voisins, etc., à qui ça pourrait arriver. Et évidemment, on a une forme de tristesse profonde, sourde à ce qui arrive. Après, le fait de découvrir le profil de son violeur et de son meurtrier, et de se dire que finalement, si l'État avait fait son travail, peut-être que ça ne serait certainement pas arrivé. La tristesse... Ça veut dire qu'il y a des responsabilités politiques. Bien sûr qu'il y a des responsabilités politiques. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que on nous dit, mais le violeur et l'assassin auraient pu être un Français de souche, il aurait pu être quelqu'un qui est établi sur notre territoire, etc. Soit, bien sûr, tout pays au monde, même les pays les plus fermés, ont une criminalité et une délinquance, entre guillemets, domestique. Mais en quoi cet argument, finalement, justifie que nous importions d'autres délinquances et d'autres criminalités depuis l'étranger ? Je sais pas, nous avons déjà suffisamment à faire avec nos propres tarés pour en avoir à en importer d'autres, si vous voulez. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien sûr que
la multiplication des crimes et des délits dans lesquels sont surreprésentées certaines immigrations, notamment un certain nombre d'immigrations arabo-afro-islamiques, pose la question, effectivement, de notre politique migratoire. C'est logique, vous voyez. J'ajoute que lorsque vous importez le tiers-monde, parce que quand vous avez 500 000 personnes légales et illégales qui arrivent en France chaque année, ça ne s'appelle plus une immigration, ça s'appelle une invasion. Bon. Et à l'intérieur donc, de ces 500 000, tous les 500 000 personnes qui arrivent ne viennent pas avec des intentions louables et honorables. Il y a nécessairement dans ce lot un cocktail d'irrédentisme, de revanche, qui se mêle à des préoccupations légitimes d'améliorer sa vie, de trouver l'Eldorado, etc. Donc il y a évidemment à l'intérieur de ces 500 000 personnes des gens qui sont ici dans une forme de conquête. Et je dirais deux choses. Aujourd'hui, lorsque l'on analyse la situation sécuritaire de la France, la France, aujourd'hui, fait face à un triple assaut systémique. L'assaut contre les personnes, contre les Français, dans la rue, les égorgements, les coups de couteau, 120 par jour, les viols, les différents crimes et les différents délits. Vous confirmez ces chiffres, Patrick ? Oui, à peu près, oui, bien sûr. Maintenant, après, il faut aller un peu plus dans le détail. Voilà, bien sûr. L'assaut Les attaques au couteau, c'est Alors, attaque couteau, ça veut tout dire et rien dire, parce que attaque couteau, quand on vous met un couteau sous la gorge pour vous voler votre portable, c'est pas comme quand on vous donne des coups de couteau en criant à la Akbar, quoi. C'est deux choses différentes, mais c'est rassemblé sous le même vocable d'attaque couteau, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être plus précis. Sur l'attaque au couteau, vous avez parfaitement raison. C'est pas la même chose que une attaque du terrorisme low cost au couteau et une attaque au couteau. Mais n'empêche que la manière dont un certain nombre de conflits se règlent au couteau en France aujourd'hui n'est pas anodine. Le couteau, la machette sont des signatures identitaires. Autrefois, lorsqu'il y avait des bagarres en France, ça se réglait à quelques roulades, on se foutait sur la gueule pour une fille, pour un différend de voisinage, etc. Mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, l'introduction de l'arme blanche et la généralisation de l'arme blanche dans nos rues vient dire quelque chose du changement populationnel. D'ailleurs, on se demande pourquoi on continue à appeler ça arme blanche dans la mesure où c'est de moins en moins un blanc qui est derrière le manche, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier assaut systémique. Le deuxième assaut systémique, c'est contre nos forces de l'ordre, qui, dans des zones de plus en plus nombreuses de France, ne peuvent plus rentrer sans faire face à une véritable guérilla, en tout cas une résistance très forte, Patrick, de la part des jeunes, etc. Et enfin, j'ai terminé, après je vais vous laisser parler. Ils rentrent, mais pas aux mêmes heures que... Voilà. Ils rentrent tôt le matin. Tout le monde a en tête l'image de ces policiers qui sont caillassés, qui sont tapés au sol, tue-le. Voilà, c'est ça ce que j'appelle moi le harcèlement et l'assaut systémique contre les forces de l'ordre. Et le troisième assaut systémique est évidemment l'assaut terroriste qu'on a connu ces dernières années. Je termine en disant que dans une conquête, dans une invasion, et c'est pour ça aussi que je parle de conquête et d'invasion et pas simplement de politique migratoire, c'est que les femmes, c'est un butin pour les conquérants. La manière dont un certain nombre d'immigrations traitent aujourd'hui plus ou moins violemment les femmes dans l'espace public, ça aussi, ça vient dire quelque chose de la conquête de la France par un certain nombre de personnes qui, pour des raisons historiques, pour des raisons familiales, pour des raisons religieuses, pour des raisons historiques et revanchardes, viennent prendre possession de notre territoire et estiment que les femmes sont un butin qu'on peut insulter, qu'on peut violer, qu'on peut posséder, qu'on peut séquestrer. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là montrent qu'effectivement, l'immigration, en tout cas certaines immigrations, deviennent un sujet de menace. Romain, comment tu as réagi, toi? Je voulais rebondir sur les féministes, parce qu'on a entendu aussi Alice Coffin mettre ça sur le dos de la masculinité. Toxique. Donc la masculinité toxique et le sexisme, ça c'est Rousseau qui dit ça. Mais j'ai envie de dire, combien de femmes voilées sont violées et torturées en France chaque année? Donc le sexisme, manifestement, et la masculinité ne s'attaquent pas aux mêmes femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même globalement, combien de femmes dites racisées, qu'elles soient d'ailleurs voilées ou pas, sont attaquées ou violées ou tuées par des citoyennes souches?
On n'a pas ces chiffres, de toute façon, voilà. Patrick. Et donc, vous les avez, vous n'avez pas le droit de les communiquer. Comment ça se passe? Parce que Jean Messia parle de statistiques ethniques, mais ça n'existe pas en France, les statistiques ethniques. Enfin, je peux vous dire, attendez. On a des statistiques par nationalité. Monsieur le commissaire. Par nationalité, on sait qu'on a un quart de la délinquance. Je suis d'accord avec vous. Mais les statistiques... Je suis d'accord avec vous, mais juste... Votre expérience. Non, mais attends, il y a pire que ça. Est-ce que vous croyez sincèrement que si on avait régulièrement, ou même une fois, une femme voilée qui était violée par un ouvrier du Nord, ou une femme, je sais pas moi, d'origine africaine qui était violée par un skinhead, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas besoin de statistiques ethniques. Tout le monde, on crierait au retour des heures les plus sombres, on chanterait en boucle le chant des partisans, et on appellerait au sursaut de la République contre l'entour de la bête immonde. Comment voulez-vous que ça arrive à quoi que ce soit? Qui vous dit que le laxisme judiciaire n'existe pas, à la veille de la mort de Philippine. Bien sûr. Ouais, voilà. Et on taxe, comme vous dites, des gens vous, d'extrémistes de droite. Bien sûr, mais ce qui est fou, c'est que on nous parle, on nous bassine avec l'état de droit. L'état de droit est quelque chose de très important, mais le problème, c'est que l'état de droit doit être l'état du droit, ça doit être un état neutre, impartial. Or, quand on voit qui préside le Conseil d'État, qui préside le Conseil constitutionnel, qui était à la Cour des comptes, c'était Didier Migaud qui était à la Cour des comptes. Donc on voit des socialistes qui tiennent toutes les institutions de l'état de droit. Donc en fait, il n'y a plus d'état de droit. L'état de droit est devenu l'état de leur droit à eux, mais pas le droit des Français. Pour une représentation qui est ridicule. Voilà.